Merde. Vas-y, il doit rester 10 ou 15 secondes à l'interview, je crois, on va pas finir là-dessus. Encore une fois, il y a des gens qui sont plus émotifs, il y a des gens qui sont plus rationnels. Moi, je fais partie peut-être des gens un peu plus émotifs. Et la préparation mentale, je trouve que c'est ce qui te permet de t'équilibrer entre l'émotif et le rationnel qui, au final, font fonctionner ton cerveau et qui te permettent d'être performant. Parce que ce que tu cherches, au final, grâce à la préparation mentale, c'est d'être performant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on va discuter avec des idéastes pour vous aider à développer vos idées et upgrader vos projets. On est déjà tous passés par des situations stressantes. Entretien d'embauche, rendez-vous important et j'en passe. Dans ces situations, il est important de rester bien concentré et lucide pour ne pas laisser parler nos émotions et voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec David Tona Kroll. Tona est un combattant de MMA professionnel et fait ce qu'il appelle de la préparation mentale avant chaque combat. Il y a 3 points à aborder pour cette préparation. L'entraînement, l'acceptation et enfin le combat. Ça va vous permettre de voir comment se débrouille un combattant professionnel avant une situation extrême qui est un combat. On va ensuite essayer d'appliquer ça à des situations du quotidien que j'ai citées au tout début. Vous pourrez ainsi rester lucide en toutes circonstances. C'est parti. Alors Tona, bonjour, merci pour ta participation. Salut Seb, merci à toi. Merci. Alors, tu es combattant de MMA professionnel depuis plusieurs années maintenant. Tu t'entraînes aujourd'hui en Suisse, mais tu t'entraînais avant en France, à Bordeaux. Exactement. C'est là-bas que tu avais ce qu'on appelle une préparatrice mentale. C'est elle qui t'aidait à gérer avant tes combats. Ouais. Alors, pour commencer, tu me le disais… Pour citer son nom, Dis-moi. Séverine Martin Basté. Ok. Ouais, juste. Et tu me le disais avant l'interview, la première phase de cette préparation, c'est de trouver la source de ta motivation. Voilà. Vraiment la source de la motivation, identifier est-ce que c'est une motivation intrinsèque ou extrinsèque. Sans mettre une étiquette sur ce qui est bon ou mauvais, est-ce que c'est mieux d'avoir une motivation intrinsèque ou une motivation extrinsèque. Je vais te donner des exemples. Intrinsèques, c'est quand c'est vraiment une motivation profonde où tu fais ça pour toi parce que ça te valorise comme personne, où tu fais ça pour plus pour des valeurs personnelles que pour des valeurs externes. La reconnaissance externe ou l'argent seront plus des motivations extrinsèques. Et du coup, les deux sont bonnes à cumuler. Il faut juste trouver un équilibre. Et si tu es plus… Alors, on avait rempli une feuille qui permettait d'identifier justement, en répondant à certaines questions, quelle était cette motivation principale. Et si c'est plus une motivation intrinsèque, chercher à développer ça. Et si c'est plus une motivation extrinsèque, chercher à équilibrer, à avoir et de l'extrinsèque et de l'intrinsèque. Voilà. Tu me le disais tout à l'heure, tu as 2 types de méditation. Il y a la première où tu vas essayer de ressentir ton corps, tes douleurs, etc. Et la deuxième où tu vas faire de la visualisation pour te préparer à toutes les éventualités. Voilà. Alors, comme tu as dit, j'ai 2 types de méditation que personnellement j'utilise. La première, c'est un scan. C'est un scan corporel. Ça me permet de voir où est-ce que j'ai mal, parce que des fois, on a mal un peu partout avec l'entraînement. Mais il y a des douleurs qu'on n'identifie pas, alors que c'est vraiment des petites blessures, des petites choses qui vont être gênantes à terme. Et le deuxième type de méditation que j'utilise, c'est plus une visualisation, visualiser le combat. Vraiment, depuis même la partie avant combat, la semaine du combat, la semaine du cutting, visualiser aussi le voyage, comment ça va se passer, comment on va arriver à l'organisation, est-ce qu'il va y avoir un shooting photo, est-ce qu'il va y avoir la pesée, tout ça. Enfin, tout ça, il faut visualiser dans son ensemble pour que le jour où ça arrive, au final, tu l'as déjà vécu plein de fois, vu que tu l'as visualisé en fait. Et donc ça te conditionne, ça te prépare vraiment au combat. Et pour moi, depuis toujours, même quand j'étais amateur et que j'avais pas encore fait de préparation mentale, c'est quelque chose que je faisais naturellement. Je visualisais le combat, mais alors je visualisais pas toute la partie avant le combat, mais
le combat en lui-même, toujours, et je me voyais gagnant. Je voyais pas d'autres issues en fait. Je voyais toujours que je gagnais. Après, je me voyais des fois dans des positions compliquées, mais où je connaissais la défense ou la sortie, et où j'inversais la position, et au final, je gagnais. Pour moi, c'est vraiment voilà, les deux principaux types de méditation que je trouve importants. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a qui servent à identifier les émotions, il y en a qui servent à être plus relâchés. Voilà, il y a plein de sortes de méditations et je pense qu'ils sont tous bons à prendre. Moi, personnellement, c'est ces deux-là que j'utilise. Est-ce que pour peut-être mieux aussi gérer ces situations d'imprévu, tu visualises les scénarios les plus, peut-être pas improbables, mais les plus durs, Absolument. les plus... Alors, plus niveau fight, oui, effectivement. Dans le fight, du coup, la partie visualisation, elle sert beaucoup à ça aussi. C'est-à-dire que ce que tu visualises, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais tu prépares et tu conditionnes ton cerveau en visualisant des scénarios catastrophes, des scénarios compliqués où tu te retrouves peut-être dans une position où tu vas te faire soumettre, ou une position où il est en train de te contrôler et de te frapper, et que peut-être l'arbitre va intervenir. On visualise la sortie, la défense, la réussite de cette sortie ou de cette défense, et comme ça, on travaille aussi mentalement notre volonté. Tu vois ce que je veux dire? La volonté que tu vas avoir le jour du combat, quand tu seras dans cette position difficile, si ça arrive, c'est pas dit que ça arrive, mais si ça arrive, et là, du coup, l'imprévu, bah finalement, tu l'as prévu en visualisant. Notre motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Savoir de quel type il s'agit permet de la cultiver ou de l'équilibrer dans le cas de l'extrinsèque. Pour la méditation, il en existe plusieurs sortes. Metona en utilise deux. Le premier est un scan corporel et le second est une visualisation de plusieurs scénarios catastrophes. Les anticiper permet d'être conditionné au moment où ça arrive. Il en va de même pour un rendez-vous important. Identifier les éléments qui peuvent poser problème et les visualiser plusieurs fois permet d'être préparé et plus à l'aise lorsqu'elles arrivent. Forcément, dans ces situations compliquées, il y a aussi des phases de doute. Comment est-ce que tu gères ces moments-là? Ouais, le doute. Le doute, c'est quelque chose qui arrive souvent. Moi, ça m'arrivait pas trop au début. Au début, j'étais assez confiant en mes capacités surtout. Et puis surtout, j'avais que du plaisir. Après, mentalement, avant le fight, moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est plus du doute parce que je sais que tout est possible. Parce que je sais que même si je me suis entraîné très fort, très dur, je peux prendre un KO, je peux me faire soumettre, tout peut arriver. Ce doute, il est lié à une peur, la peur de perdre. La peur de perdre et de faire ces 3 pas en arrière. Parce que dans une carrière professionnelle de combattant, c'est ça au final. Tu gagnes, tu fais un pas, tu perds, t'en fais 3 en arrière. Donc ce doute est lié à la peur. Et puis bah, c'est cette peur qu'il faut gérer mentalement avant le combat. Moi, toujours avant le combat, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, mec, t'es prêt. T'as tout fait, tu t'es entraîné comme un malade. Tout peut arriver. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai cette peur de perdre parce que je sais que tout peut arriver. Ça m'est arrivé de perdre, mais cette peur de perdre, eh ben, j'accepte. En fait, j'accepte que tout peut arriver. J'accepte que oui, effectivement, il pourra me mettre KO. Oui, effectivement, je pourrais faire une erreur débile et me faire soumettre. Mais en acceptant ça, je me libère de cette peur parce que je me dis, ok, c'est bon, je sais que c'est comme ça. J'y pense plus maintenant et je vais donner le meilleur de moi-même et je vais faire tout ce que je sais que je suis capable de faire dans ce combat. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et la peur de perdre, finalement, si tu l'acceptes, elle se dissipe. Si tu la caches, si tu l'ensevelis, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à un combat. Justement, je faisais pas encore de préparation mentale. Et j'arrive à ce combat et je sais que je suis pas bien préparé. Je sais plein de choses qui vont pas. Et du coup, j'ai cette peur que je maîtrise pas et que j'accepte pas, que je décide pas d'accepter, que du coup, je la sens qui m'envahit, puis je me dis non mec, t'as toujours été, t'as jamais eu peur avant un combat,
serre les dents, dans tous les cas, tu t'en fous, t'as pas peur de te faire taper. Et c'était pas ça, la peur en soi. La peur, c'était de perdre parce que justement, j'avais eu des défaites et je voulais pas en avoir d'autres. Et c'était l'enjeu, c'était la peur de l'enjeu. Donc voilà, c'est une peur qu'il faut accepter. Tu as aussi une planification dans ton entraînement parce que tu m'avais dit que il ne devait surtout pas, donc ton entraînement ne devait surtout pas dépendre de ta motivation. Ouais. Ouais. La motivation, c'est un élément important. Quand on aime ce qu'on fait et que c'est par passion qu'on s'entraîne, surtout quand on a une motivation du coup intrinsèque et pas extrinsèque, parce que à mon niveau, je gagne pas énormément d'argent encore, donc c'est pas l'argent qui me motive, clairement. Et bah cette motivation, des fois, elle peut s'estomper à la longue. On s'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour. On a des combats, on a des victoires, on a des défaites. C'est que des moments de bonheur, mais la motivation, elle fluctue. Ok, on est d'accord. La discipline et la planification des entraînements permet de pallier le manque de motivation. Parce que même si tu n'es pas motivé, à force, si tu es discipliné, tu vas dire mais je me pose pas la question. Oui, là ce matin j'ai la flemme, mais je vais aller quand j'aurai fini, je serai bien. Je serai content, je serai fier de moi. Finalement, c'est aussi à l'entraînement que tu prévois ta stratégie pour le combat. Ouais. La stratégie, c'est un point aussi très important. Il faut en parler. Donc, avec tes coachs, moi, ça a été beaucoup mon père. Mon père m'aide énormément sur la stratégie. C'est avec lui que j'échange le plus. Mon père, il aime bien mettre sur des schémas, des trucs Excel, voilà. Et moi, je préfère juste en parler, mais au final, on trouve notre équilibre où lui, il trace tout, il écrit tout. Puis moi, je lui donne mon avis, je lui donne mon ressenti aussi. Ça peut être la stratégie, elle doit s'appliquer certes aux points forts et aux points faibles de l'adversaire, mais surtout, on doit l'axer par rapport à nos propres points forts, je pense. Moi, je pense vraiment que c'est ça le plus important. Et aussi, ce qu'on a envie au final. Moi, je suis pas le genre de combattant qui va rester sur un même style pour tous mes combats. En fonction du combat, je vais peut-être avoir plus envie de lutter ou plus envie de striker et aussi en fonction du profil que j'ai en face. Mais tout ça, justement, ça se met en place d'abord à l'oral et puis derrière, à l'entraînement, des drills, des schémas tactiques et technico-tactiques à mettre en place à l'entraînement pour travailler justement et que le jour du combat, et bah, tout ça, finalement, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Ce soit des automatismes ancrés en toi. Le doute est lié à une peur. Il ne faut pas essayer de la cacher, mais de s'en libérer en l'acceptant. Avant chaque combat, Tona se regarde dans la glace et libère cette émotion en se rassurant. La planification et la discipline permettent de pallier au manque de motivation et de garder une routine et donc un bon rythme à l'entraînement. Et finalement, prévoir une stratégie et entraîner correctement à l'entraînement permettra le jour J d'avoir des automatismes bien ancrés. Vient maintenant la phase de l'acceptation. Donc, cette phase, c'est partager ses émotions, son ressenti avec une autre personne. Ouais. Et bah, cette acceptation, ça revient à la partie doute et peur, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui est vraiment profond, c'est que en dehors de la peur que je peux avoir de l'enjeu, la peur de perdre et tout, c'est tellement un moment fort émotionnellement, un combat, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie d'y aller, parce que bah, c'est pas rien, on va se taper dessus avec quelqu'un qui veut gagner aussi et qui a peut-être le même enjeu et qui veut se taper aussi. Que du coup, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et l'émotion, on a tendance à… émotion, je parle vraiment de tout type d'émotion, hein. Ça peut être de la joie, la peur, on en a déjà parlé, mais ça peut être l'amour que tu as pour une personne et tu repenses à cette personne, ça peut être tellement de choses, mais tellement d'émotions qu'il faut réussir à identifier. Et que si tu identifies, bah, tu peux les accepter, tu peux les partager. Moi, ça m'aide beaucoup avant un combat, et quand j'ai une émotion qui vient
et que j'ai envie de parler de cette émotion, ou si c'est une personne, ou si c'est quelque chose qui me tracasse, et ben j'en parle. Je me dis pas non, là c'est le fight donc j'y pense pas. Non, j'en parle, je le sors, et comme ça, cette émotion, elle va pas venir pendant le combat me perturber. Pendant le combat, je serai bloqué sur ce que je dois faire. Mais ça, après, c'est encore une fois, il y a des gens qui sont plus émotifs, il y a des gens qui sont plus rationnels. Moi, je fais partie peut-être des gens un peu plus émotifs. Et la préparation mentale, je trouve que c'est ce qui te permet de t'équilibrer entre l'émotif et le rationnel qui, au final, font fonctionner ton cerveau et qui te permettent d'être performant. Parce que ce que tu cherches, au final, grâce à la préparation mentale, c'est d'être performant. Et toi, tu avais la chance, si je peux dire ça, d'avoir une préparatrice mentale. Mais pour d'autres personnes, tu me disais que avoir un ou une meilleure amie n'était pas forcément adapté pour le rôle parce que la personne ne doit pas juger. Ouais, alors c'est ça. Moi, c'est que ma préparatrice mentale, au final, elle me servait entre guillemets un peu de psy aussi. Quand je disais que j'ai besoin de libérer ou de parler de mes émotions, des fois, je pense que c'est toujours, enfin, pour tout le monde, hein, là je parle même plus de combattants, vraiment pour tout le monde, je pense qu'on a tous à un moment donné des petits démons, des petites choses qui nous hantent, des petites craintes, des petites peurs dans la vie, hein, de tous les jours. Et des fois, juste d'en parler avec quelqu'un, ça libère, ça fait du bien. Mais des fois, quand t'en parles avec tes meilleurs amis, ils te disent ouais mais non, faut pas penser comme ça, et quelque part ils te jugent un peu, ou ils te donnent, ils ont leur point de vue et puis ils te le donnent, et puis du coup ils sont pas en train de t'écouter, ils sont en train de te donner leur point de vue, ils sont en train d'opiner, ou ils sont peut-être en train de, mais c'est pas que c'est pas une mauvaise intention de leur part, c'est que c'est socialement on est habitué à ça, on est habitué à échanger et à donner son point de vue plutôt que d'écouter parler les autres au final. Et avec ma préparatrice mentale, ça c'était un point super cool au final. Et puis peut-être même qu'elle me posait des questions de manière à ce que ça sorte encore plus, que j'identifie encore plus peut-être des fois mes émotions, mes peurs, voilà, parce que c'était son rôle aussi en tant que préparatrice mentale. Ce qu'elle voulait, c'était que moi j'arrive à mettre le doigt sur peut-être une crainte, et là du coup en revenant plus au combat et un peu moins aux choses de la vie de tous les jours, c'est que si tu as par exemple une crainte ou une faille à l'entraînement technique, tu n'as pas confiance en ta lutte par exemple pour dire, et peut-être que tu te voiles la face un peu, tu dis ouais mais ma lutte au final je la bosse tous les jours et tout, je m'entraîne bien et tout, et sauf qu'au fond t'as pas confiance, tu vois qu'à l'entraînement elle passe pas et tout, et ça te permet, en parlant avec elle, ça te permet de mettre le doigt dessus et de te libérer, et peut-être de te dire ok, donc je vais aborder à mon entraînement, je vais aborder différents schémas pour que justement ça soit plus un problème, cette lutte par exemple. L'acceptation consiste en gros à vider son sac. Partager ses émotions avec une autre personne permet de s'en libérer plus facilement. Aussi, il faut que cette personne écoute sans juger, ni opiner ou donner son avis. Et enfin, la dernière partie, la plus cruciale, c'est la phase du combat. Ouais. Donc, tu m'avais parlé d'un fil rouge qui est ta stratégie que tu établis pendant l'entraînement pour rester le plus focus possible. Absolument, comme je disais tout à l'heure, la stratégie à mettre en place toujours, et surtout à faire les entraînements en fonction de ta stratégie. Je pense que les sparring doivent permettre de mettre en place ta stratégie comme si c'était le combat. C'est vraiment comme quand tu fais du théâtre, il y a les répétitions, et puis il y a la répétition où tu fais toute la pièce. Et le sparring, ça doit être ça un peu. Ça doit être tu fais toute la pièce et tu essayes d'appliquer cette stratégie. Au combat, normalement, tout doit sortir, comme je disais, ça doit être des réflexes, ça doit être des automatismes.
tu dois même plus avoir besoin d'y penser à cette stratégie. Et tout le travail mental va te permettre de t'adapter si jamais tu as justement un scénario catastrophe pendant le combat. Et tes coachs aussi, qui vont avoir le point de vue externe pendant que tu combats et qui te coachent et qui, eux, connaissent ta stratégie et qui, eux, savent peut-être tes points forts ou les techniques qui peuvent te permettre de te sortir, bah, ils vont être là justement dans ton coin et ils vont te le dire, ils vont te faire savoir, ils vont communiquer avec toi. Moi, j'ai un exemple très concret, c'était mon combat contre Elder Fernandez. À la fin du dernier round, j'étais sur lui en demi-garde. Et je dominais les 3 rounds, j'avais gagné dans tous les cas au point. Et au final, mon coach, il m'a dit, il s'est dit, il reste 10 secondes, il est au sol, il peut le soumettre. Ça serait dommage qu'on fasse une décision alors qu'il peut le finir. Donc il m'a tout de suite dit, attaque la clé de jambe, attaque la clé de jambe. Je suis parti dessus, je l'ai écouté, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, il reste 10 secondes et je vais gagner. Du coup, j'attaque la clé de jambe et il tape à 1 seconde avant la fin. Du coup, il tape 1 seconde avant la fin. Et voilà, au final, pour moi, c'était vraiment… tout le travail fourni et l'écoute de mes coachs qui a permis ce résultat au final. Pendant le combat, Tona a un fil rouge, c'est la stratégie. À force de l'avoir entraînée, elle n'aura plus qu'à sortir au moment voulu. Pour remettre ça dans un contexte du quotidien, après avoir identifié nos scénarios lors de la visualisation, on aura un fil rouge. C'est le comportement qu'on va adopter pour chaque situation. Alors Tona, je te remercie beaucoup pour ta participation et tes précieux conseils. De rien, avec plaisir, merci à toi Seb. Mesdames et messieurs, Ideas, c'est la rencontre avec des gens qui vont au bout de leurs idées. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle interview et d'ici là, portez-vous bien.